Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le préfet, Monsieur le recteur, Monsieur le président de la région, Monsieur le président du département, Monsieur le président de l'agglomération, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente du Centre national du livre, Monsieur le président de notre conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe qui a préparé ces 27e rendez-vous de l'histoire, je vous souhaite la bienvenue. C'est un grand honneur, Madame la Ministre, de vous voir nous accorder l'un de vos premiers déplacements officiels. Je salue également notre nouveau recteur, Monsieur Agresti, et je le remercie sincèrement d'avoir renouvelé les dispositifs qui permettent aux professeurs de notre académie de se rendre à Blois. Votre présence aujourd'hui, Madame la Ministre, souligne le partenariat de la première heure entre l'important portefeuille dont vous avez la charge et les rendez-vous de l'histoire qui ont été aussi conçus comme le grand rassemblement annuel des professeurs d'histoire. Ils y sont en contact avec la recherche la plus pointue et la plus actuelle qu'ils transmettent ensuite à leurs élèves. Il s'agit là d'un échange unique et fécond entre le monde de la recherche et celui de l'enseignement secondaire et primaire. Les professeurs trouvent aussi à Blois, grâce à la mobilisation des corps d'inspection, des formations initiales et continues de très haut niveau. Ils s'y retrouvent entre collègues venus des 4 coins de France afin d'échanger sur leurs pratiques pédagogiques et d'élaborer ensemble des solutions aux difficultés qu'ils peuvent parfois rencontrer dans leur quotidien. Ces moments sont pour eux précieux et nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour nous aider à les préserver. Fidèle à l'esprit de votre prédécesseur, Jack Lang, qui nous fera demain l'amitié de sa présence, les rendez-vous de l'histoire permettent aussi de renforcer les liens entre les ministères de l'Éducation nationale et de la culture. Je voudrais à cet égard saluer le beau programme des masterclass initié par le Centre national du livre, dont les responsables, Régina Tchondo et Pascal Perrault, nous font l'amitié de leur présence ce matin. Ces masterclass, qui s'appuient sur le Pass Culture, permettent à des autrices et des auteurs de livres d'histoire d'intervenir devant des élèves et de dialoguer avec eux, avec pour finalité, bien sûr, de leur donner le goût de l'histoire. Les rendez-vous de l'histoire sont très heureux de contribuer à ce programme et d'accueillir aujourd'hui la signature d'une convention entre le Centre national du livre et l'Association des professeurs d'histoire-géographie, représentée par leur présidente, notre chère Joëlle Alazard. Le ministère de l'Éducation nationale, au travers de la DGESCO, est étroitement associé à ce dispositif. Au-delà des enseignants, les rendez-vous de l'histoire sont aussi le grand rassemblement de toutes celles et ceux qui aiment l'histoire, qui sont convaincus de son utilité pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Je leur souhaite à toutes et tous la bienvenue à Blois. Je remercie très chaleureusement les institutions dont les représentants vont s'exprimer après moi et sans qui rien ne serait possible. Je remercie tous nos autres partenaires publics et privés qui vous offre ce merveilleux programme. Merci à André Kourkov, Leïla Slimani, Marine Karmitz, Sylvie Berman, Magali Reguetzazit, Patrick Boucheron, qui incarneront particulièrement cette 27e édition. Je salue le travail de notre petite équipe, de nos administrateurs sous la houlette d'Éric Allary, et bien sûr de tous les bénévoles qui s'engagent à nos côtés pour vous accueillir. Je remercie la communauté des historiennes et des historiens qui, depuis 27 ans, prend le chemin de Blois. Merci à notre conseil scientifique et à son président, Jean-Noël Jeannet, qui, dans quelques instants, vous présentera ce beau thème, la ville, qui nous occupera pendant 3 jours. Bienvenue à toutes et à tous. Bon festival. Madame la ministre, monsieur le préfet, monsieur le recteur, madame la directrice académique, madame la directrice régionale de l'action culturelle,
Madame Gourault, membre du Conseil constitutionnel, merci Jacqueline de ta présence. Monsieur le président de région, cher François, monsieur le président du conseil départemental, cher Philippe, messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'agglomération de Blois, cher Christophe, mesdames et messieurs les élus, nombreuses et nombreux ce matin, je voudrais évidemment saluer notre président du conseil scientifique des rendez-vous de l'histoire, cher Jean-Noël, mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, mesdames et messieurs, chers amis. Soyez les bienvenus dans notre ville. Blois, ville d'histoire, ville patrimoniale, ville écologique, ville d'industrie, ville éducatrice, ville culturelle, ville sportive, ville solidaire, ville touristique, ville préfecture, ville dite moyenne, je préfère dire ville humaine. Les premières villes importantes connues sont apparues entre moins 4000 et moins 3000 avant Jésus-Christ, dans une région fertile entre les fleuves Tigre et Euphrate, en Mésopotamie, pour la plus grande partie aujourd'hui l'Irak. Ces villes comptaient déjà plus de 15 000 habitants. Mais d'ailleurs, à partir de quelle taille parle-t-on de ville ? En France, on compte avec Paris les métropoles. 5 métropoles pendant très longtemps, une quinzaine aujourd'hui. Puis les villes dites moyennes, de 10 000 à 100 000 habitants, puis les petites villes. Mais qu'en est-il des bourgs, des villages ? Je crois qu'on peut parler de villes sans se focaliser exclusivement sur la population, notamment en ruralité, lorsqu'elles portent des centralités, lorsqu'elles sont des pôles de centralité avec écoles, commerces de proximité, offres de soins, activités artisanales. Le rural et l'urbain se complètent et on a besoin de l'un et de l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles il faut cesser de toujours les opposer, même si l'on constate depuis quelques années un sentiment d'abandon des ruraux, qui n'est malheureusement pas d'ailleurs qu'un sentiment, mais une réalité consécutive à la disparition de nombreux services publics. C'est aussi la question des mobilités, le sujet de l'accès aux soins et du développement économique. Ces mêmes questions se posent aussi dans certains quartiers urbains. Le discours politique de certains qui, dans tous les domaines, cherchent à diviser les Français est de ce point de vue dangereux. Réalité de la disparition par l'État d'une politique d'aménagement du territoire, heureusement appropriée aujourd'hui par les conseils régionaux et les agglomérations, les villes et les départements, mais dans le contexte actuel, un État qui doit à nouveau s'engager, notamment à travers les politiques régaliennes, éducation, santé, sécurité et justice. Pour l'heure, des paroles, mais peu d'actes. La ville est surtout née de la volonté des hommes et des femmes de se regrouper autour d'un projet commun, un projet de vie en société, un projet politique au sens étymologique du terme de polis, qui en grec veut dire la cité. L'urbanité a beaucoup évolué au fil des siècles pour aujourd'hui concentrer près de 60% de la population mondiale en concentrant depuis la révolution industrielle les principaux sites économiques, industriels et tertiaires, en accueillant les principaux établissements de formation du secondaire, les filières d'enseignement supérieur, les centres de formation par l'apprentissage. Les villes concentrent aussi l'essentiel de l'offre de logements, et notamment de logements sociaux, l'essentiel de l'offre de mobilité, intermodale aujourd'hui. Elles concentrent l'offre culturelle et sportive, et de fait, on parle à juste titre de charge de centralité pour des villes comme Blois au service d'un territoire plus large, mais souvent à la charge financière de la ville seule. L'urbanisation est un phénomène mondial qui s'est fait de façon exponentielle depuis le XXe siècle. Il n'existe pas d'ailleurs de modèle unique de développement. Mais la prise de conscience du problème du réchauffement et du dérèglement climatique nous amène à repenser l'urbanisme et l'architecture. On a longtemps opposé la ville à la nature. La ville, c'est la mainmise de l'homme sur la nature, disait d'ailleurs Le Corbusier. Des villes ont la chance, c'est le cas ici, d'avoir la nature à portée de main, des forêts, des terres agricoles, le fleuve qui la traverse et de nombreuses rivières. Ce qui nous oblige aujourd'hui, c'est de réintroduire plus qu'hier la nature en ville, préserver la ressource en eau, préserver les sols, améliorer la qualité de l'air que l'on respire. La ville est aussi le lieu des diversités sociales et culturelles. Et c'est dans les villes que s'expriment les tensions les plus fortes, qu'elles soient liées aux origines sociales, ethniques ou politiques. Les violences urbaines, les émeutes des dernières décennies en sont le témoignage.
C'est ce qui amena nos gouvernements nationaux à inventer des politiques publiques nouvelles à la fin des années 70, en ayant une approche sociale, économique et urbanistique des problèmes spécifiques des villes modernes. C'est la naissance d'un ministère de la Ville en 1990, avec la nomination de Michel Delbas, chargé aussi de l'aménagement du territoire. Ce dernier déclarait d'ailleurs, début 1991, « J'y vois la marque d'une volonté politique de renforcer la cohérence entre l'aménagement strictement urbain des villes, leur rôle d'entraînement économique et la modernisation de l'ensemble du territoire. » Intéressant. Et depuis, on a tous en tête les contrats urbains de cohésion sociale, les CUCS, les zones urbaines sensibles, ZUS, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ZRU, ZFU, GPV, ORU, GPRU, ENRU, PRU, PRUIR, Plan banlieue, Espoir banlieue, contrat de ville, cité éducative, revitalisation des centres-villes, action cœur de ville, petite ville de demain, et j'en ai peut-être oublié. Nos dirigeants ne manquent pas d'imagination, et même si beaucoup de ces politiques ont fait la preuve de leur utilité, de leur indispensabilité, pour certaines, les problématiques ne sont pas résolues et par la défaillance de l'État sur les politiques régaliennes que je rappelais plus haut. Les élus locaux que nous sommes avons une responsabilité majeure dans l'évolution de nos villes, à travers nos investissements, nos politiques publiques, pour toujours améliorer la qualité de vie. On parle de faiseurs de villes, urbanistes, architectes, designers, paysagistes, qui doivent aujourd'hui rendre intelligible le monde dans lequel nous vivons, intégrer les enjeux climatiques et sociaux. Mais encore trop peu de praticiens de la ville s'y intéressent. Il faut plus que jamais introduire dans les formations de ces futurs professionnels les sciences humaines. Cette évolution, cette construction des villes doit appeler de nouvelles pratiques démocratiques. C'est l'invention de la démocratie locale, participative, permanente. C'est là où peut-être Jaurès a aussi sa place, aller à l'idéal et comprendre le réel. Cette édition des Rendez-vous de l'Histoire, comme chaque année, va foisonner d'échanges, de réflexions, de projections, pour nous aider à toujours mieux construire la ville de demain face à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Un grand merci à Jean-Noël Jeanneney et le Conseil scientifique. Un grand merci à Éric Allary et l'ensemble du Conseil d'administration des Rendez-vous d'Histoire. Et un grand merci à Francis Chevrier et ses collègues, tous ses collègues, de nous offrir ce temps annuel exceptionnel. La ville idéale n'existe pas, mais je crois en la diversité des conditions d'habitabilité, en la combinaison de diverses manières de penser, de représenter et de vivre la ville. Je crois en la capacité des élus de fixer un horizon, des objectifs, des exigences aussi. Depuis une quinzaine d'années, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Et pour cela, il faut évidemment que l'État garantisse aux collectivités territoriales leurs ressources pour maintenir leur capacité à fonctionner, à investir et à porter des politiques publiques volontaristes intervenant dans le quotidien de chacune et de chacun d'entre nous. Pour conclure, je dirais qu'il fait bon vivre dans nos villes. Pourrons-nous encore le dire demain? Les annonces du Premier ministre sur un effort demandé aux collectivités sont préoccupantes, voire pour certaines inacceptables et préjudiciables. En attendant, bon festival d'histoire. Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la région Centre-Val de Loire, cher François, Monsieur le président d'Aglopolis, cher Christophe, Monsieur le maire de Blois, cher Marc, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la membre du Conseil constitutionnel, Madame la directrice des affaires culturelles, Monsieur le recteur, Monsieur le président du Conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeanneney, Monsieur le directeur des Rendez-vous d'Histoire, cher Francis, Mesdames et Messieurs en vos grades, titres et qualités, chers amis. Je me permettrai un petit point d'introduction. Nos villes sont traversées par des fleuves et des rivières et nous connaissons en Loir-et-Cher, particulièrement dans le Vent-de-Mois, une crue qui va être une crue exceptionnelle puisqu'il faut remonter à 1956 pour avoir un tel niveau du Loir. Situation de crise, je tiens à remercier nos forces de sécurité, nos sapeurs-pompiers
et nos services également déroutent. Nous connaissons une situation très compliquée puisque nous évacuons l'hôpital de Vendôme ce matin, un EHPAD, nos écoles sont fermées et de nombreux collèges. Pourquoi cette année les villes sont-elles ici au rendez-vous de l'histoire? Peut-être simplement parce qu'elles sont depuis toujours au rendez-vous de notre histoire. Le beau thème que vous avez choisi nous rassemble tous car il est le reflet de notre propre identité. Identité géographique et démographique, identité historique et politique, identité économique et sociétale. La ville est un résumé, je dirais même un condensé de notre vie humaine, partant du principe simple que l'homme n'est pas fait pour vivre seul et que la ville est faite pour vivre ensemble. La ville est ainsi comparable à la vie, devenant même le reflet de notre identité biologique. À l'image de notre corps, nous lui avons donc naturellement attribué les mêmes caractéristiques, le même langage, les mêmes attributs physiques. De la naissance d'un nouveau quartier à la mort d'un centre-ville, l'organisation de notre vie tourne autour des organes de notre ville. Pour Victor Hugo, la rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société. La ville a donc aussi un cœur qui bat. Ce cœur humain, ce cœur urbain est le lieu où toutes les émotions s'expriment et où l'énergie commune s'épanouit. Les avenues, les rues, les ruelles, les fleuves, les rivières sont toutes de véritables artères et canaux qui transportent une circulation constante d'individus et d'idées. Tel un flux sanguin, ces déplacements sont indispensables au maintien en vie et au mouvement de la société. La ville a ses poumons verts, offrant un espace de respiration, une oasis de calme au milieu du tumulte apportant l'oxygène nécessaire à la ville et à ses habitants. Ces poumons sont aussi un antidote naturel à la pollution atmosphérique, rafraîchissant et revitalisant l'âme et le corps de ceux qui s'y réfugient. La ville a ses entrailles, invisibles mais indispensables. Ses souterrains et réseaux cachés lui permettent de fonctionner harmonieusement. Égouts, câbles, conduites de fluides et d'énergie, ces organes internes agissent comme notre tube digestif, transformant et éliminant le superflu pour maintenir notre équilibre. La ville a son squelette, anciens remparts, cathédrales, fortifications. Ces premières structures osseuses de la société soutiennent la ville et la protègent comme une épine dorsale, tout en permettant l'élargissement et l'expansion. Ces lignes de défense et d'ouverture sont aussi des voies de communication vers l'extérieur, essentielles pour la survie de l'organisme urbain. La ville a son régime alimentaire. Les halles marchandes sont pour Zola un ventre qui nourrit le corps urbain. C'est un lieu d'abondance et de prospérité où se mêlent saveurs, effluves, couleurs et échanges. Ainsi, la ville est un organisme vivant, un corps en perpétuel changement, dont chaque partie joue un rôle crucial. Elle se régénère parfois, se fragilise, mais cherche toujours à évoluer. Elle grandit, s'épanouit, vieillit, quelquefois rajeunit, mais comme tout être humain, elle a besoin de soins pour rester en bonne santé. Des artères urbaines que l'on évite de boucher, de la peau des bâtiments que l'on rafraîchit au tissu social, que l'on protège pour éviter les infections et les fissures. Nous parlons souvent des villes comme en termes médicaux, car elles naissent, grandissent, parfois tombent malades et meurent. Tout cela fait écho à notre propre corps. Les quartiers abandonnés deviennent des plaies à soigner, les dents creuses, des zones à revitaliser. La ville est également le réceptacle de nos émotions, de nos envies, de nos peurs et de nos angoisses. Tantôt fières, joyeuses, survoltées, dynamiques, en fête, tantôt endormies, malades, sinistrées, tristes ou endeuillées, la ville est le reflet des hommes et des âmes qui la composent. La ville hérite de notre histoire. Si diverses et si riches, elles ont des fondations solidement ancrées dans notre passé. Bâties autour des clochers, leur croissance ont transformé les villages en villes, les paroisses sont devenues des communes et les évêchés des préfectures. Ainsi, les villes de France et de Loir-et-Cher, comme des témoins silencieux, révèlent les transformations historiques qu'elles ont subies, conservant les traces des batailles, des négociations politiques et des événements culturels ayant contribué à façonner notre patrimoine national et local. Chambord et son château majestueux, emblème de la Renaissance française,
Blois et son château royal incarnent Louis XII, le père du peuple, dans une période de splendeur et d'intrigue politique. De Fredval à Montrichard, les batailles ont marqué les pages de notre histoire locale, opposant deux figures puissantes, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Chaque cité porte les stigmates des épisodes qui l'ont bouleversée. Ainsi, les villes font sortir les événements de leur anonymat. Heureux, dramatiques, politiques ou militaires, théâtre de notre histoire, nul besoin d'expliquer plus en avant un fait historique. La seule évocation de sa ville résume son intrigue. Au fil du temps, la liste des exemples est longue, je dirais même presque infinie. La guerre de Troie, le sacre de Reims, le siège d'Orléans, la chute de Constantinople, le traité de Villers-Cotterêts, l'édit de Nantes, la fuite de Varennes, les adieux de Fontainebleau, la bataille d'Austerlitz, la Commune de Paris, la bataille de Verdun, le camp d'Auschwitz, l'entrevue de Montoire, le massacre de Radour-sur-Glane, les discours de Bayeux, le traité de Rome, les accords d'Évian, l'attentat de Dallas. Voici quelques événements historiques identifiés instinctivement de notre imaginaire collectif grâce aux villes dont elles deviennent la référence. Villes qui ont toutes été au cœur du pouvoir ou de l'actualité, ne serait-ce qu'un instant, façonnant le cours de notre histoire. Des rives fertiles du Tigre et de l'Euphrate, où Babylone et Ninive ont prospéré à la Grèce antique, de Sparte et Athènes, berceau de la démocratie et de la tactique militaire, ces cités étaient encore reines et États. Les villes sont souvent le reflet de leur environnement naturel, façonné par des siècles d'histoire et d'aménagement. Certaines se dressent fièrement sur les rives des fleuves où l'eau est le fil conducteur de la vie économique, sociale et culturelle. D'autres sont profondément marquées par le chemin de fer ou par leur garnison, élément incontestable de leur développement industriel ou militaire. Et puis, il y a celles nichées dans les montagnes ou au bord de mer qui s'adaptent au relief ou au climat, confèrent une atmosphère unique. Chaque ville, qu'elle soit fluviale, ferroviaire, montagneuse ou balnéaire, raconte une histoire singulière qui enrichit la diversité de notre territoire. Mais le monde change. Alors, dans ce nouveau monde, comment vivre ou survivre quand on arrive en ville ? Au début de ce troisième millénaire, nos villes se trouvent à un carrefour déterminant, confrontées à d'immenses défis dont le plus important est sans conteste celui de la croissance démographique. Une véritable explosion vivante qui transforme nos espaces urbains à un rythme effréné. Pourtant, cette adaptation ne doit pas simplement répondre aux exigences quantitatives de la population croissante. Elle doit aussi préserver la qualité de vie. Il y a 60 ans, 30% de la population mondiale vivait dans les zones urbaines. Ce chiffre dépasse aujourd'hui 56% et il sera de 70% dans moins de 40 ans. En un siècle, c'est-à-dire une goutte d'eau à l'échelle du temps, la proportion de citadins dans le monde sera passée de 3 sur 10 à 7 sur 10. Cette mutation est un défi considérable, associé au fait que l'humanité devrait dépasser les 10 milliards d'individus d'ici la fin du siècle. Pour ne prendre qu'un exemple, au Nigeria, la seule ville de Lagos, toujours en pleine expansion, abrite plus de 22 millions d'habitants, soit 2 fois la population de la Belgique. Ces explosions démographiques soulignent l'ampleur des transformations urbaines à venir dans un monde avec des pressions accrues sur les infrastructures, les ressources et l'environnement, rappelant la nécessité d'une adaptation urgente. La révolution urbaine est devant nous. On constate chaque jour que la ville est l'expression de la civilisation, mais aussi le reflet de ses déséquilibres et de ses injustices. Mesdames et messieurs, la ville est bien plus qu'un simple cadre de vie. Elle est le miroir de notre humanité, capturant nos aspirations et nos contradictions. Face aux défis colossaux qui s'annoncent, nous devons agir avec détermination et lucidité. Cependant, il ne s'agit pas simplement de bâtir ou de reconstruire, mais de réimaginer la ville comme un espace humain vivant. Chaque ville a le potentiel pour évoluer vers un modèle de développement durable où la croissance ne se fait pas au détriment du bien-être collectif. Si la ville est la bonne échelle pour l'échange et l'ouverture aux autres, chaque ville est unique et c'est ce qui fait sa fierté et sa richesse. De nombreux jumelages rassemblent nos villes et nos villages. Ces mariages heureux relient des populations diverses, des peuples différents tout en respectant leurs identités et leur culture indispensables à l'épanouissement humain. La ville, la vie, le monde, c'est bien Rome, la ville éternelle, qui nous dresse ce message d'espérance
et d'ouverture aux autres. Urbi et Orbi, quand on parle à la ville, on s'adresse au monde entier. Je vous remercie de votre attention. Madame la ministre, très heureux de vous saluer ici à Blois ce matin et de saluer Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur, de saluer Jacqueline Gouraud, de saluer mon collègue président de département, de saluer les parlementaires qui sont présents, de saluer Monsieur le maire, Monsieur le président de l'agglomération, de saluer Jean-Noël Jeanneney pour l'engagement qui est le sien, tellement fédérateur qu'il nous permet d'affronter cette 27e édition avec toujours autant d'énergie. En arrivant ce matin, je me disais la ville, nous sommes à Blois. Je suis président d'une région dans laquelle il n'y a pas une immense métropole, dans laquelle il y a ces villes sur le fleuve, ces villes dans le Berry, ces villes dans l'Eure-et-Loir, ces villes et leurs cathédrales, ces villes et leurs châteaux, ces villes et leur histoire. En arrivant ce matin, je me disais que cette ville de Blois avait ceci de particulier, que le dialogue avec un fleuve, Madame la Ministre, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, une ville qui, avec son fleuve, avait une relation si singulière, qui justement faisait dialoguer de manière si merveilleuse le patrimoine naturel et le patrimoine construit par l'œuvre des hommes, des femmes à travers l'histoire, que cela était à la fois un émerveillement et une fierté. Cette ville de Blois, son château, la Renaissance, mouvement considérable, souvent traduit au cœur des villes, qui est un mouvement de l'esprit, un mouvement de la création, mais aussi un mouvement du génie, avec tout près d'ici, à Amboise, nous le savons, l'œuvre de Léonard de Vinci. Cette ville traduit, oui, le mouvement de l'humanité. Et ce que vous interrogez tout au long de ces 3 journées, c'est bien le mouvement de l'humanité tel qu'il s'inscrit dans ces villes. Cette ville, c'est aussi, et je regarde à nouveau Marc et Christophe, le maire et le président de l'agglomération, cette ville, c'est aussi une ville qui traduit notre présent, notre industrie. Ici, c'est Poulain. Poulain, c'est la ville de Blois. La ville de Blois, c'est Poulain. C'est une démarche qui est une démarche ancrée dans le présent, qui est celle du progrès de l'humanité. Cette ville, elle est en même temps comme les autres villes de notre région, non pas dans une coupure, dans une césure, et je regarde Jacqueline Gouraud pour le travail qu'elle y a porté, qui est en même temps une ville animatrice de tout un territoire, qui est une ville animatrice d'un dialogue avec la ruralité, et non pas, et Marc a tiré notre attention là-dessus, il a raison, et non pas dans une coupure. Alors oui, nous sommes heureux d'être ici, et je suis heureux. Je suis heureux que le concept de la ville soit interrogé aujourd'hui et maintenant dans sa dimension historique, mais aussi dans la dimension du présent. Une région comme la région Centre-Val de Loire est fière d'avoir un réseau de villes, des villes-préfectures, des villes-agglomérations, des villes sous-préfectures, des petites villes, et que cet ensemble porte, à travers l'histoire comme aujourd'hui, les volontés communes des citoyens, les volontés communes des créateurs et des artistes, les volontés communes des élus qui tentent de servir cet univers. Oui, nous sommes dans cette région Centre-Val de Loire, dans une région d'équilibre, équilibre entre l'urbain et le rural, équilibre entre les villes, équilibre entre les vies. Et je dis cela parce que je me posais aussi cette question, c'est quoi le concept de la ville ? Qu'est-ce qui singularise la ville ? Eh bien, c'est justement cette différenciation, tension, mais aussi liaison entre la ville et l'univers, qui est l'univers dit naturel et nourricier. C'est cette tension entre la ville et le village, et cette tension entre la ville et le village, en y réfléchissant, je me disais qu'il s'agissait peut-être dans le village de quelque chose de plus intime, de quelque chose qui nous relie plus à la terre, et à travers la ville, de quelque chose qui nous relie plus à la dimension collective de nos vies. En interrogeant cela, je me
disait aussi qu'aujourd'hui et maintenant, il y a peut-être 3 dimensions sur lesquelles nous devons interroger la ville, sa place et son devenir. La première, c'est celle du rayonnement. Mes collègues le disaient avant moi. Le rayonnement, c'est reconnaître que notre vision du monde, que notre vision de l'espace, elle se cristallise souvent à travers le message qu'envoient les villes dans leur histoire, les villes dans leur urbanisme, les villes dans leur architecture, les villes dans la dimension de création, mais aussi les villes en tant que foyer de l'art, foyer de la création. Soyons certains que cela, c'est important et qu'une ville qui est aujourd'hui et maintenant, comme elle l'a été hier, une ville qui fait la place à la culture, une ville qui fait la place à la connaissance, c'est une ville qui envoie des messages au monde et qui nous permet de penser collectivement notre avenir et nous en avons besoin. Oui, des villes rayonnement, elles sont aujourd'hui extrêmement utiles. Et ça me permet d'introduire la deuxième dimension. Gardons-nous de penser que parce qu'il y a une concentration de la vie, une concentration de la création, de l'activité, une concentration des échanges, alors la ville serait quelque part menaçante. Alors la ville serait en contradiction avec l'exigence toujours plus grande que nous devons avoir avec les enjeux de l'environnement. Le rayonnement aujourd'hui et maintenant, ça n'est pas de dire que l'essentiel se passe dans la nature et que nous aurions quelque part quelque chose de difficile, de douteux qu'il faudrait contraindre dans nos villes. Oui, il faut amener à penser la ville dans une meilleure préservation de la relation à l'environnement. Ça me paraît absolument fondamental. Et c'est possible. Et les débats autour de quelques politiques actuelles que je ne nommerai pas parce que ça soulèverait de grandes controverses, le débat de savoir comment on articule le développement de la ville avec la préservation de la nature, la préservation du milieu nourricier, c'est un enjeu absolument fondamental. Il y a des solutions pour la ville, il y a des solutions qui mettent la ville en promesse par rapport à l'environnement et non pas en condamnation, je veux le dire ici, ça me paraît absolument fondamental. Ne condamnons pas la ville au nom des exigences, des impératifs de l'environnement. Faisons de la ville ce creuset qui invente ces nouveaux espaces, qui valorise ces nouveaux espaces. La troisième dimension, c'est celle du vivre ensemble. Oui, plus qu'ailleurs, l'enjeu du vivre ensemble est posé dans nos villes. Il est posé très fortement et depuis des décennies, on le voit, on parle de ces tensions. Mais hier, il y avait les grandes fêtes dans les villes, et il y a toujours les grandes fêtes dans les villes. Et il y avait ces affrontements, il y avait ces difficultés, il y avait ces tensions, il y avait les rencontres entre la richesse et la pauvreté. Toujours, cette problématique sociale est posée par nos villes, toujours. Nous devons les aborder avec lucidité. Nous devons les aborder avec une lucidité qui est une lucidité qui doit intégrer absolument la notion de l'inclusion. La ville doit être toujours plus le lieu de l'inclusion, à la recherche des solutions qui permettent de vivre ensemble. Et quand c'est un débat, Madame la Ministre, quand nous nous posons la question des secteurs scolaires, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, c'est bien le sujet de la ville qui est posé. C'est bien la manière dont nous devons absolument articuler le vivre ensemble dans la ville, dans un projet collectif, à un moment où nos sociétés individualisent, à un moment où nos sociétés, finalement, nous privent de la vision commune de nos vies, pourtant essentielles. Je crois que la ville est le lieu merveilleux et le point essentiel de l'interrogation. Bravo pour avoir choisi ce thème, pour l'avoir fait avec courage tant il est vaste. Nous avons besoin, en Centre Val-de-Loire, des éclairages qui sont nourris par cette 27e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Merci à vous. Monsieur le préfet, messieurs les parlementaires, j'aurais bien voulu dire mesdames, mais je crois qu'il y avait aussi Madame Gouraud, une ancienne collègue, monsieur le président de la région, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de Blois, mesdames et messieurs les élus, monsieur le recteur, madame la présidente du Centre national du livre, monsieur le président de cette 27e édition, monsieur le président du conseil scientifique, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs les enseignants,
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, et chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis honorée, vraiment sincèrement honorée d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette 27e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Chaque année, je comprends que pendant 4 jours, ces rendez-vous subliment, Monsieur le maire, votre belle ville de Blois. Ici, la cité entière, et je l'ai vu en arrivant, se fait forum et les savoirs s'y mêlent. Car oui, le besoin de se retrouver, d'échanger, de confronter ses idées et ses connaissances est absolument vital. Et ici, au rendez-vous, tout est pensé pour que l'exigence intellectuelle rencontre la passion du partage et de l'enseignement. Dans ce croisement permanent des sources, des textes, des documents, il y a, je crois, cette quête inlassable, celle que Marc Bloch appelait la recherche de la vérité vérifiable et vérifiée. Cette quête exigeante et respectueuse du savoir, je le sais, guide vos pas. Grâce à son millier d'intervenants, ses centaines de débats, de conférences, d'ateliers, ses 150 éditeurs, je crois 300 auteurs, 60 000 festivaliers, son salon du livre, ces rendez-vous demeurent en France la forge de l'histoire. Et au-delà des mots, il y a bien évidemment le cycle cinéma, les expositions, les concerts, j'espère aussi un peu d'industrie numérique et créative. Et donc ici, tout est fait pour que l'histoire ne soit pas seulement fabriquée, mais vécue. Aussi, je me dois d'adresser un salut sincère et appuyé à chacune et à chacun d'entre vous, organisateurs, intervenants et professeurs. Et je tiens à remercier tout particulièrement le comité pédagogique sous la présidence de Monsieur l'inspecteur général Tristan Lecoq, Madame Florence Smith, doyenne du groupe d'histoire-géographie de l'Inspection générale de l'éducation nationale, ainsi que tous les professeurs, formatrices, formateurs, inspectrices et inspecteurs qui, chaque jour, œuvrent avec dévouement pour transmettre leur passion de l'histoire. Mais ce rendez-vous ne serait pas ce qu'il est sans cette capacité à nous surprendre année après année. Et je comprends bien que cette édition ne va pas faire exception. Après avoir exploré les thèmes de la mer, puis de la vie et de la mort, nous voici donc aux portes de la ville. Je ne prétends pas vous éclairer sur l'histoire, vous qui la faites vivre au quotidien et qui permettez justement qu'elle se transmette. Mais j'aimerais simplement partager quelques-unes des réflexions que ce thème m'inspire. À une époque où la question de qui nous sommes et de ce que nous voulons devenir se pose avec une intensité renouvelée, la ville s'impose comme un symbole de diversité, de fracture aussi, et parfois même de résistance. La ville, avec un grand V, est l'écrin des soubresauts de l'histoire, avec un grand H. Cela a été évoqué par les précédents intervenants. Qui aurait pensé, nous dit Edgar Morin, que l'énorme armée perse qui allait sur la petite Athènes, par 2 fois, aurait été refoulée? Que cette petite cité minable, une fois sauvée, allait instituer la démocratie et la philosophie, l'héritage sur lequel nous vivons aujourd'hui. Une toute petite ville au départ. Alors, il me manque. Voyez, le hasard, la spontanéité, je ne vous cacherai rien. Il me manque une page que j'avais dissimulée parce que je l'ai un peu corrigée. Alors que j'ai souhaité remettre les valeurs de la République au cœur de notre école, ces mots ont pour moi une résonance particulière, ces mots donc de démocratie, de philosophie et d'héritage. J'étais justement hier encore au lycée Sévigné de Tourcoing. La République elle-même, ce bastion de liberté dans un monde en crise, est chaque jour, mise à l'épreuve, testée, défiée. Cela, vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes en première ligne au contact direct de la réalité de nos élèves, et je m'adresse là à nos professeurs. Mesdames et messieurs, en France, nous commémorerons la semaine prochaine 2 figures emblématiques de notre école, de notre République. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, et Dominique Bernard, professeur de lettres.
Et avec eux, ce sont justement deux villes qui résonnent maintenant en chacun d'entre nous. Conflans-Sainte-Honorine pour le premier, Arras pour le second, deux villes qui sont devenues les symboles de notre République attaquée dans ses fondements. Et partout ailleurs dans le monde, les villes continuent d'être les théâtres de tragédies. Je pense au Proche-Orient évidemment, comme aux frontières de l'Europe, à peine quelques milliers de kilomètres de nous. Et je veux justement évoquer la ville de Kiev, où je me suis rendue à de nombreuses reprises, cher Andrei Kourkov, vous qui êtes cette année le président d'honneur de ces rendez-vous de l'histoire. Vous êtes, je crois, l'incarnation de l'homme de lettres, de l'homme sensible, pris dans les tourments du monde, dans les tourments de notre Europe. Depuis l'invasion russe, vous nous racontez que 2 nouveaux théâtres et 3 librairies ont ouvert à Kiev, et je veux souligner aussi que nous y avons une alliance française, des alliances françaises en Ukraine, et que je veux citer notamment l'alliance française de Lviv, qui est restée tout le temps ouverte, qui a même abrité notre personnel diplomatique au moment de l'agression russe. C'est là aussi un symbole de ce que peut transmettre la culture et de la force de la culture qui peut nous porter dans des moments tragiques. Mais par-delà la tragédie, la ville est aussi un lieu d'expérimentation, d'unité, de solidarité, de renouveau. Cet été, un siècle après les Jeux de 1924, notre ville lumière a renoué de la plus belle manière avec son ambition olympique et paralympique. Les épreuves se sont déployées au cœur même de nos villes, où la beauté du sport s'est mêlée à celle de nos monuments historiques. Ces Jeux de Paris 2024 se sont inscrits dans la grande continuité de la mémoire des Jeux, témoins privilégiés de l'histoire. Et c'est là qu'on voit que l'histoire a fait Paris au moment où Paris a fait l'histoire. Je pense aussi à Athènes, évoquée un peu plus tôt, en 1896, année aussi où les Jeux renaissent de leur cendre pour la première édition de l'ère moderne. Et là aussi, Athènes a fait l'histoire et l'histoire a fait Athènes. Je pourrais aussi citer Berlin en 1936, jeu marqué du sceau de la propagande nazie, mais aussi des 4 médailles d'or de Jesse Owens. Et je pense aussi à Mexico en 1968 avec les points levés de Tommy Smith et de John Carlos, à Munich en 1972, meurtri par la tragédie du terrorisme, à Moscou en 1980, symbole des déchirements de la guerre froide. Et cette année donc, je veux penser à Paris. À Paris, ville éternelle, sans offense pour Blois bien entendu, ville ô combien éternelle aussi, avec tout ce qu'elle porte. Mais à Paris, je voudrais évoquer la cathédrale Notre-Dame en pleine reconstruction, qui demeure justement ce fragment d'éternité érigé au cœur d'une ville en mouvement, tout comme il a été évoqué ce que Blois porte aussi avec son histoire, les nombreux châteaux de cette magnifique région que j'ai à de nombreuses reprises visitées. Donc par les cathédrales, et je vais évoquer notamment, on a aussi des cathédrales ici, et ces cathédrales qui justement ont été les témoins silencieux de l'histoire, qui nous rappellent que l'âme d'une ville réside aussi dans sa capacité à se reconstruire, à se réinventer et à porter l'espoir d'un avenir meilleur. Je voudrais revenir quelques instants, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur Kiev qui va justement devoir, pardonnez-moi, je dois dire Kiev et non pas Kiev. Kiev qui va justement devoir revivre, car je veux aussi rappeler que pendant les raids, tout s'arrête, les raids russes, tout s'arrête, mais dès que l'alerte cesse, les pièces reprennent, là où elles s'étaient interrompues, et la vie continue. Et je veux apporter témoignage, j'étais à Odessa il y a quelques semaines, et régnait une atmosphère en centre-ville de fête de la musique, et puis une alerte a sonné. Et à ce moment-là, le musicien que nous écoutions tous ensemble, nous étions nombreux à écouter, s'est instantanément arrêté. Tout le monde est parti s'abriter, on attend de savoir si c'est un missile, si c'est un drone, ça nous laisse un peu plus de temps pour savoir quel sera notre destin dans ce moment tragique. Et puis, l'alerte a cessé et la vie a repris, la musique est revenue, la joie est revenue, les sourires sont revenus, les terrasses se sont à nouveau remplies. La vie, la ville, c'est ça aussi. Aller dans un café, dans un musée, dans un théâtre, les activités qui sont profondément urbaines par excellence sont devenues autant d'actes de résilience et de résistance. Et Kiev aujourd'hui, comme Odessa, comme Lviv, comme tant d'autres en Ukraine, elles font l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à connaître ces noms que nous ne connaissions pas avant, parce que l'histoire fait ces villes. Et cela résonne avec d'autant plus de puissance, justement, je voulais le dire, que nous commémorons en France les 80 ans de la libération, au moment où nous avions connu aussi ce projet que nous devions penser aussi à la reconstruction de notre ville. Et Blois, je le sais, à travers sa riche programmation, ne l'a pas oublié. Cette histoire, notre histoire, s'écrit sur les murs de chacune de nos villes, et cette histoire qui se transmet sans être oubliée. Et c'est là l'essence même de Blois,
faire infuser cet héritage avec les enseignements pour qu'ils vivent dans toutes les classes, sur tout le territoire. Car vous le savez, je crois, un fil invisible relie Blois aux écoles de toute la France. Mesdames et messieurs, la ville est, je crois, un lieu où l'on bâtit, où l'on élève, où l'on façonne l'avenir. L'école est cet édifice à la fois charnel et symbolique, un des piliers, parfois, souvent même, le cœur battant aujourd'hui. Construire l'action publique, bâtir des consciences, élever le niveau de chacun, voilà ce que vous faites, mesdames et messieurs les professeurs, chaque jour, notamment lors des cours d'éducation civique, avec ces questions socialement vives, ces sujets complexes, essentiels, que vous abordez souvent, car ils sont sensibles et même parfois difficiles. Cela, je le mesure. Vous êtes, chers professeurs, les architectes de nos consciences et des consciences à venir de nos élèves. Alors, pour continuer à bâtir l'avenir de nos élèves, pour façonner les prochaines générations, vous me trouverez toujours à vos côtés et permettez-moi de vous faire une proposition. Une proposition, et que, en fait, c'est de vous demander de travailler pour moi. J'aimerais que vous me fassiez vous-même une proposition d'organiser un concours pour nos élèves du cycle 3, CM1, CM2, 6e, un concours parce que vos travaux, vos recherches, vos débats, comme enseignants, comme chercheurs, en histoire, ils nous éclairent et je crois qu'ils nous protègent des dérives que certains voudraient utiliser, quand certains veulent utiliser l'histoire pour modifier notre présent, voire notre avenir. Moi, je peux vous dire qu'il y a des pays dans lesquels on n'enseigne pas l'histoire. Il y a des pays aujourd'hui où l'on transforme l'histoire pour essayer de transformer le présent et transformer le récit du présent. Et cela, ce sont, je crois, face à ces dérives-là, vos travaux, vos débats, vos recherches qui nous en protègent. Et j'aimerais que ce soit ça que vous fassiez comprendre à nos élèves à travers un concours qui, sur le mode du volontariat, pourra emporter un projet de classe pour que, en quelque sorte, des historiens en herbe puissent s'approprier vos méthodes et pour comprendre que l'histoire, ce sont les racines qui nous permettent après de grandir et d'être forts et solides pour affronter l'avenir. Sans histoire, je ne vois pas comment on peut avoir un avenir. Alors je compte sur vous pour me faire des propositions. Et dans un monde où également je voudrais saluer le numérique qui bouleverse le rapport au savoir, où les contre-vérités se propagent et déforment la réalité, je sais pouvoir compter sur vous, chers professeurs, pour faire de nos élèves des citoyens éclairés, nourris d'histoire, mais aussi évidemment nourris de sciences, de lettres, d'art, je n'oublierai personne. Mais l'histoire est un des fondements. Vous êtes, mesdames et messieurs, les gardiens d'un idéal. Et pour tout cela, je voudrais vraiment du fond du cœur vous dire un grand merci et dire aussi à nos chers élèves, emparez-vous de l'histoire, nous avons besoin de vous et c'est avec l'histoire que vous forgerez notre avenir. Merci à tous. Nous avons accoutumé, vous le savez bien, vous tous et vous toutes qui nous êtes si précieusement fidèles, nous avons accoutumé de choisir des thèmes profus, des thèmes qui bourgeonnent de toutes sortes de façons, des thèmes qui sont propres, oui, vous l'avez vu d'emblée, Madame la Ministre, à surprendre les uns et les autres. Et j'espère bien que dans 2 jours, celui que j'aurai l'honneur de vous présenter pour 2025 ne manquera pas à cette tradition. Je ne vous le dis pas tout de suite, vous l'avez bien compris, même si certains essayent de faire pression sur moi d'une façon que je ne qualifierai pas. Je parlais de thèmes profus, en voici un, assurément. En voici un, et la sagesse du Conseil scientifique qui nous nourrit de ces propositions, la sagesse du Conseil scientifique en a bien pris conscience, mais au fond, c'est une richesse, c'est une satisfaction. Même si la simple énumération des différents types de villes qui a déjà été faite pourrait, à certains égards, inquiéter, presque pétrifier. Sommes-nous vraiment capables de saisir pareille chose? Les quelques collègues qui ont rédigé l'introduction de notre excellent guide ont déjà mis l'accent sur cette diversité. Et plusieurs de ceux qui sont intervenus avant moi, au XIXe siècle, on disait les honorables préopinants. Je trouve que c'est pas mal. Donc les honorables préopinants n'ont pas manqué avant moi de marquer cette diversité. Les villes portuaires, les villes
musées, désormais, les villes industrielles, les villes capitales, et même les villes nomades que les Mongols perpétuaient de lieu en lieu. Alors ce pourrait être un désarroi et j'ai cherché comment y échapper. J'étais parmi quelques amis l'autre jour et nous nous sommes dit qu'une bonne façon de rechercher une unité pour un thème, après avoir eu l'audace de les lire et de le proposer, ce serait de trouver une épigraphe qui permette de le ramasser. Alors nous avons beaucoup débattu, nous avons cherché naturellement du côté des poètes, Victor Hugo, Aragon, dont le moulin est actuellement menacé par les eaux. Aragon, Apollinaire pouvaient nous servir. Et finalement, nous sommes arrêtés sur Baudelaire. Baudelaire et deux vers extrêmement fameux tirés des Fleurs du Mal. Le vieux Paris est mort. Le vieux Paris est mort. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Mortel, nous sommes, la plupart d'entre nous, et je passerai sur ce point un peu triste. Pour le reste, ces deux vers me paraissent très bien définir ce que doit être la diversité des éclairages sur quelque thème que ce soit, et des éclairages que nous développerons aujourd'hui, en particulier cette rencontre entre le temps et l'espace. Paris qui change, la ville qui change dans le temps. Le mouvement, c'est notre bien, c'est notre provende, ce qui change. Mais il y a aussi la géographie. Nous sommes particulièrement heureux, je pense qu'il y a des géographes parmi vous assez nombreux, de pouvoir une fois de plus travailler de près avec notre sœur jumelle, avec la géographie, qui nous est si précieuse et qui, depuis quelques décennies, nous paraît, nous autres historiens, reprendre une énergie, une force que nous avons le goût de saluer et d'apprécier publiquement, grâce notamment, entre autres, à l'écologie, grâce à l'urbanisme aussi. Nous avons des urbanistes parmi nous. La géographie des villes sera partie de notre curiosité. Et puis choisir Baudelaire, c'est aussi rappeler que nous ne ferons pas l'économie de la littérature et que comme chaque année, nous aurons le goût d'aller trouver, du point de vue des villes, des lumières spécifiques, pas seulement du côté des piétons de Paris, comme l'était Léon-Paul Fargue, pas seulement du côté de tous ceux qui en rendent compte dans leurs œuvres, dans les romans. On a cité Zola et on pourrait en citer tant d'autres. Et je me méfie même des citations, puisque par définition, l'ensemble est tellement vaste qu'il n'y a pas de raison de choisir tel ou tel. Mais enfin, j'ai choisi Baudelaire, je vous ai dit pourquoi. Et puis, naturellement, nous parlerons aussi beaucoup de la représentation des villes dans la peinture, particulièrement frappant du côté des villes italiennes de la Renaissance, mais dans beaucoup d'autres endroits aussi. Nous parlerons de statuaire, nous parlerons d'architecture, nous parlerons même de chansons. Je ne peux pas faire l'économie des chansons. Si on pense à Paris et aux chansons de Paris, j'imagine que chacun d'entre vous voit surgir sur ses lèvres tel refrain magnifique qui accompagne les promenades que nous pouvons faire dans la capitale. Mais bien que parisien, je me garderai évidemment d'installer Paris comme seul pivot central du propos que j'ai l'honneur de vous tenir. Alors comment faire pour trouver quelque unité? Je ne prétends pas trouver une unité, mais je pense qu'on peut déterminer quelques axes d'une façon, et tant pis pour les cagneux qui sont ici, de façon binaire et non pas ternaire, en opposant de point de vue des tensions des villes, des différences entre telle ou telle. Je commencerai par dire qu'il y a celles qui sont déterminées par une volonté réfléchie et celles qui sont au contraire nées spontanément du développement que de génération en génération, de siècle en siècle, a connu leur talent et souvent leur splendeur. D'un côté, évidemment, en gros, disons que Brasilia, ce n'est pas comme Calcutta, que ces villes qui ont été fondées, nous réfléchirons beaucoup à la fondation des villes, sous les auspices quelque part de Rémus et de Romulus. Nous réfléchirons à ce qu'est la volonté de faire Brasilia, de faire Canberra, de faire des villes qui généralement du même coup ont des plans assez géométriques, Ordo et Decumanus. New York, ce n'est pas le même plan que Calcutta de fait, ou que de Bombay ou de beaucoup d'autres villes. Il y a cette opposition-là, binaire, qui me paraît propre à éclairer nos réflexions et nos débats au cours de ces 3 jours. Il y a une autre opposition qui est frappante quand on y réfléchit, c'est que certaines villes
sont des proies et que d'autres sont prédatrices. Parfois, d'ailleurs, elles le sont successivement, proies et prédatrices dans leur durée. De point de vue-là, cette ville, URPS, qui va être forcément constamment présente dans nos réflexions, dans nos débats, dans nos conférences, je veux dire Rome, est tout à fait éclairante, puisqu'elle a été à 2 reprises une proie, comme nous savons. Et qu'en même temps, au début et à la fin, mais qu'en même temps, elle a été largement prédatrice. On pourrait faire quelque chose comme un dialogue entre Brennus et Caracalla. Bon, je n'avancerai pas davantage, mais vous voyez ce que je veux dire. Nous parlerons beaucoup de Rome, en vérité. Proie, prédatrice, ce sont deux aspects des choses qui se retrouveront souvent. Et puis, je suis devant cette très belle image que nous avons choisie, non sans réflexion. Il me paraît qu'il y a une autre opposition de ville à ville qui est celle vécue de la solitude par rapport à la promiscuité. La solitude de la ville, des pages et des pages ont été écrites, celui qui se retrouve venant parfois de la campagne et des chaleurs, la proximité des communautés rurales, se trouve tout à coup seul et malheureux. Et de l'autre côté, cette promiscuité qui, dans certains quartiers des villes, je citais les villes indiennes, on pourrait en citer beaucoup d'autres, cette promiscuité qui est quelque sorte oppressante pour ceux qui en font partie, à moins que des groupes humains préservés selon leur origine à l'intérieur des villes continuent de donner à leurs membres la solidarité, de la fidélité et du soutien mutuel. Les regroupements de ce type peuvent être des ghettos insupportables, au contraire des lieux de rencontre, de force, de solidarité. Je crois que c'est un autre aspect des choses que nous aurons à considérer et à considérer de près, parce que c'est un élément de la vie des villes. Et puis, il y a bien sûr la ville et les autres, la ville et la campagne. Ça a été déjà évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises. C'est un dialogue qui n'en finira jamais, même si le pourcentage de la population urbaine, cela a été assez dit tout à l'heure, évolue dans le sens, faut-il dire favorable, dans le sens de l'augmentation du nombre de villes par rapport aux campagnes. Il reste que ce dialogue, si on considère l'histoire notamment des derniers siècles, mais pas seulement, est une histoire tourmentée, compliquée. Au fond, la ville pour la campagne est à la fois attirante et répulsive. Et cette dialectique est complexe. Déjà du temps de Thucydide, vous vous rappelez la complexité au moment de la peste et de la guerre du Péloponnèse, de l'arrivée des paysans alentour d'Athènes à l'intérieur de ces remparts. Et de ce point de vue-là, les choses ont été très, très difficiles. Je parle de remparts parce que les remparts, finalement, constituent cette différence. Parfois, ce sont des fortifs, parfois, fortifications. Vous vous rappelez, pour le cas de Paris, ces remparts-là constituent, pour l'histoire de la ville, quelque chose d'essentiel, puisqu'elle l'a définie. Elle l'a définie en temps de paix et l'a définie en temps de guerre. Il y aura de la poix qui tombera dans nos rencontres depuis le haut des murailles. Il y aura beaucoup de polyurcétique, c'est-à-dire la science du siège. Comment faire le siège et comment ne pas le faire. Je n'ai pas encore cité la ville de Troie. J'aurais pu le faire à propos de la littérature éternelle, mais c'est le lieu de l'évoquer. Il y a une réflexion pendant des années sur la manière dont les Grecs ont assiégé les Troyens à l'intérieur de leurs murailles. C'est le lieu, assurément, de l'évoquer. Ce qui s'est passé là, par rapport à la protection des ensembles urbains, me paraît essentiel et évidemment absolument durable, perdurable. Et c'est un des éléments de la réflexion sur ce double mouvement, qui est un mouvement qui peut être guerrier et qui peut être pacifique, sans prendre aux villes comme désirées et en même temps comme dominatrices. Peut-être faut-il ici parler de ce lieu particulier, mais qui fait directement partie de notre sujet, et pas seulement des chansons qui y prospèrent. Je veux dire la banlieue. C'est pas Paris, c'est sa banlieue, dit-on dans Ciboulette de Reynaldo Hahn, mais je ne veux pas abuser de la chansonnette. Cet ensemble qui est
tellement important, qui peut être tellement précieux pour les gens des villes, notamment au XIXe siècle, qui vont y chercher de l'air pur, et en même temps qui fait peur, qui inquiète. Nous savons bien la problématique chez nous, à Paris, de ce que représentent les banlieues, à la fois attirantes à bien des égards et ayant porté beaucoup d'espérances, d'utopies qui parfois ont été déçues. Quoi qu'il en soit, je crois que ces relations-là sont essentielles et que nous aurons beaucoup à en parler. On l'a beaucoup dit tout à l'heure, et on ne peut pas définir la ville sans son contraire, c'est-à-dire la campagne, et la campagne avec les bois, avec une façon de vivre qui est aujourd'hui tellement précieux de préserver, et au fond, sous-jacent au débat politique du moment qui ont été évoqués par les politiques avant moi, et je ne m'y attarderai pas, je ne m'y aventurerai pas trop, on sent quand même très nettement dans notre pays de France que cette opposition-là entre la civilisation urbaine et ce que la civilisation rurale a comme devoir de préserver, que cela est fondamental. Je suis sûr que cette opposition apparaîtra très fréquemment, très largement dans nos débats. Nous aurons à y réfléchir. Et comme toujours, cette actualité, puisque c'est l'actualité des interrogations du moment, cette actualité se trouvera puissamment éclairée, appuyée. Il me semble qu'il arrive que nous ayons besoin de quelques lumières sur ces choses actuellement, éclairée par le regard de la longue durée, à quoi nous sommes tellement tous attachés, persuadés qu'il est absolument indispensable. Ces oppositions binaires que j'essayais d'évoquer, il y en a une dernière, évidemment, c'est celle de l'ordre et du désordre. Je ne dirais pas l'ordre 3 fois, il suffit que je le dise une fois. L'ordre, je ne sais pas pourquoi vous riez. Non, je vous en prie, non, c'est pas un meeting. Enfin, presque pas. Non, je vous en prie. Non, je veux dire simplement l'ordre et le désordre, c'est-à-dire la question, finalement, de l'équilibre pacifique d'une ville, quelle qu'elle soit, avec toujours des moments de rassemblement, de bonheur. La ministre évoquait tout à l'heure les Jeux Olympiques, évidemment, ça a été, ceux qui étaient à Paris à ce moment-là ont pu en témoigner. Quelque chose comme vraiment d'une façon pas artificielle qui rassemblait les gens sans les mauvaises humeurs, sauf quelques malheureux qui n'étaient pas favorisés par l'événement, mais au total, c'était vraiment très bien. Puis d'autres moments, au contraire, où les villes s'embrasent et la question des rapports sociaux à l'intérieur des cités de toutes sortes, ce sera évidemment pour nous un sujet de curiosité, de travail, de réflexion, de débat essentiel. Les révoltes urbaines, l'humeur révolutionnaire, comme le dit Robert Danton, c'est quelque chose qui a parcouru les siècles, pour rester dans le cas de Paris, depuis Étienne Marcel jusqu'aux révoltes des parlementaires et surtout les révoltes du pain, du coût de la vie, dans ces années qui ont précédé la Grande Révolution, qui n'a pas surgi de rien. Voilà une opposition importante et qui se lie aussi, nous aurons à considérer également cela, dans la géographie sociale des villes. Au moment de 1831, au moment de l'arrivée du choléra à Paris, on a dressé les cartes des différentes des lieux, de la géographie des lieux qui ont été le plus touchés. Alors je sais bien que le Premier ministre, je dis ça, le Premier ministre a été touché et est mort du choléra, c'est assez rare. Mais ce qui est frappant, c'est que si on refait la carte de la mortalité, on retrouve cette opposition, dans le cas de Paris, si frappante, entre l'Est et l'Ouest, qui continue aujourd'hui, qui se lit dans les votes, qui se lit de beaucoup de façons, dans les revenus, etc. Et cela, cette géographie interne aux villes fera partie aussi de nos interrogations, parce que précisément, elle est à la source soit des accords qui peuvent se faire, jusque parfois au bonheur de l'entente collective, et aussi des tensions, des sentiments d'injustice, de fureur, dont les racines s'aperçoivent assez aisément, et qui, par exemple, ont scandé toute l'histoire de notre 19e siècle français. Voilà quelque chose comme l'esquisse d'un menu. Je ne voudrais pas abuser de votre attention, et de toute façon, je suis loin d'avoir tout épuisé, parce que je disais que c'était un thème profus. Il est bien au-delà de ce que j'ai essayé de ramasser. Mais néanmoins, je voudrais terminer sur 2 aspects du sujet qui me paraissent importants. D'abord, la ville comme mémoire. Nous savons bien, il y a eu beaucoup de débats à cet égard, à quel point, par exemple, le nom des rues est intéressant à considérer. Le nom des rues, ce qu'ils ont à nous dire
suivant le moment de leur dénomination. Le conseil municipal de Paris, dans les années 1900, est passé de gauche à droite parce qu'il y a eu un débat pour savoir s'il fallait donner à une rue le nom de l'anarchiste espagnol Ferrer, qui venait d'être garrotté, ou bien le nom d'un gendarme qui venait d'être tué par un malfaiteur. Le conseil municipal qui était à gauche s'est trouvé, c'est une anecdote mais qui peut être éclairante, s'est trouvé à ce moment-là divisé différemment, et une partie du centre qui votait jusque-là avec la gauche s'est déportée vers la droite, et le conseil municipal est resté à droite jusqu'à Bertrand Delanoë. La mémoire des villes, la mémoire des statuts. Les statuts, c'est un sujet qui a beaucoup intéressé récemment, mais c'est au cœur des villes. Quels statuts on installe, quels statuts on refuse, quels statuts on déboulonne. Vous voyez bien à quel point cette chronique peut être éclairante. Le nom des rues, l'ensemble de ce qui affiche dans une ville sont passés. Il suffit de suivre un autobus à Paris, prenez le 63 par exemple. Je faisais l'autre jour de voir à quel point toutes les stations ont des noms qui sont enracinés dans l'histoire et qui redonnent à notre sujet toute sa dimension si on en était besoin. Dimension vers le passé, puis enfin, je terminerai là-dessus, vers le futur. Ce n'est pas le moindre intérêt que nous aurons à goûter que celui de réfléchir aux villes rêvées, aux villes des utopies, aux villes que l'on considère comme en pouvant répondre à tous les maux que parfois on leur attribue. Il y a eu par exemple vers 1900, ça c'est une branche que j'aime beaucoup en histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'histoire prévue ou de l'histoire imaginaire. Il y a eu par exemple un dessinateur qui s'appelait Robida qui a offert un dessin de Paris à la fin du XXe siècle tout à fait étonnant, avec des sortes d'aéronefs passant dans les rues, et c'était une ville de bonheur, d'équilibre. C'était l'idée d'un certain nombre de personnages de ce temps-là qui réfléchissaient à la ville et qui se disaient que la chimie, parce qu'elle permettrait de survoler la ville et donc de mieux se connaître, permettrait d'améliorer la rencontre et la sympathie entre les êtres. Je ne livre que cet exemple. Et il y a aussi beaucoup de socialistes utopistes qui ont rêvé à ce que pourrait être une ville idéale. D'une certaine façon, le kibbutz était une forme de ville rêvée, mais concrète. Et il y a eu, du côté des Saint-Simoniens, du côté de Fourier aussi, des dessins de villes que l'on retrouve chez certains auteurs de bandes dessinées ou de graphismes contemporains, dont les noms vous viendront spontanément à l'esprit, et qui également contribuent de façon colorée, suggestive, magnifique, à restituer, si on en était besoin, et nous aimons tant ça, nous, serviteurs de Clio, à restituer l'idée que nous ne sommes pas des prophètes, mais que ce que nous apprenons, ce que nous dispensons, ce que nous discutons peut permettre néanmoins de définir nos choix de gens libres pour la suite par rapport aux forces profondes à l'intérieur desquelles chaque conjoncture vient finalement s'inscrire. Voilà, j'ai essayé de montrer qu'une fois de plus, nous avons trouvé un sujet qui pouvait être intimidant, mais qui finalement, je l'espère, sera propre à inspirer les uns et les autres, à donner à ces rencontres entre nous autres historiens et ce public magnifique. Ça s'appelle captatio benevolentia en latin, mais ce n'est pas seulement ça. Vraiment, je suis frappé chaque année de la fidélité de tous et de leur affection pour ce que nous faisons, ce que fait surtout la magnifique équipe de Francis Chevrier. Je suis frappé de cette fidélité. Je pense que vous trouverez là quelque chose qui sera propre à vous enrichir et enrichir autour de vous. En tout cas, c'est mon vœu que je formule au moment de vous remercier de votre très obligeante et presque affectueuse attention. Merci beaucoup.